Bonjour Jean-Luc Semama, que nous recevons, alors, directeur du cabinet Legrand, président du cabinet Legrand, la clé, et c'est le groupe, avec Camille Dorival. Alors, j'aurais aimé que le président du groupe Legrand nous donne un éclaircissement sur ce qui a été appelé la base de données dans cet accord du 13 janvier. Parce que c'est quelque chose qui est un peu flou, j'ai entendu tout et son contraire, y compris dans les questions qui m'ont été posées. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce qu'est cette base de données et de quoi il va en retourner? Oui, bonjour. Si elle vous paraît un peu floue, ce n'est pas anormal. Parce que le texte prévoit 5 grandes thématiques, mais le contenu est pour l'instant assez flou, effectivement. Au niveau du contenu, qu'est-ce que ça va apporter de nouveau par rapport à l'information déjà disponible? Là, on a des questions, pas encore de réponses. La loi, on espère, apportera des réponses, mais pour l'instant, on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a une vraie avancée? Est-ce qu'il y a des informations qui seront fiabilisées avant d'être mises sur cette base de données? Est-ce que le bilan social en fait partie ou pas? Beaucoup d'informations se posent aujourd'hui. Aujourd'hui, le CE a beaucoup d'informations, dispose d'informations auxquelles il a le droit. Nous ne sommes pas sûrs d'abord que toutes soient reprises dans cette base de données. Et deuxièmement, si l'information stratégique y sera, ce qui nous paraît essentiel. C'est ça. Donc il faut être sûr que les bonnes informations soient données au comité d'entreprise pour pouvoir avoir après un vrai dialogue social. Parce que ça pose ce problème-là d'information des élus. Oui, parce que lorsqu'on a par exemple des comptes à analyser, les comptes ont été certifiés par le commissaire aux comptes, on a une base de données qui est fiabilisée, on peut l'utiliser. Aujourd'hui, par exemple, même quand on a un bilan social, on se pose la question, parce qu'il n'y a pas de contrôle externe. C'est un main de l'entreprise. Mais ce qui est plus intéressant à dire, c'est que dans cette base de données, pour l'instant, nous manquons d'informations pour savoir le contenu précis que ça va renfermer. Alors, je ne veux pas être négatif, la loi va fixer plus de détails, nous l'espérons, on verra plus clair dans quelques temps. Alors, en tant que cabinet d'assistance au comité d'entreprise, vous avez une vision un peu de ce qui se passe dans les entreprises à travers tout le territoire français. Qu'est-ce que vous avez pu observer ces derniers mois sur la situation économique et sociale des entreprises françaises? Aujourd'hui, ce n'est pas un scoop. Il suffit d'ouvrir n'importe quel magazine ou chaîne de télévision ou radio et on voit bien le nombre de plans sociaux et l'accroissement du chômage dans ce pays. C'est un constat malheureux que l'on fait. Au niveau des CE, les conséquences pratiques, c'est que d'abord, les CE sont plus saisis de ces problèmes-là en urgence et doivent réagir. Les salariés, quelquefois, ont l'impression que les CE sont des magiciens. Or, ce ne sont pas des magiciens. D'où la question qui se pose en amont, c'est comment prévenir, comment être informé en amont, comment essayer de faire avancer des choses. Par exemple, dans des régions qui sont sinistrées, on a vu, on parle en ce moment beaucoup de la Lorraine. Certainement qu'on aurait pu, non pas éviter tous les drames, mais probablement engager des reconversions industrielles, des reconversions dans les emplois, pour éviter que beaucoup de gens se retrouvent au chômage. L'autre aspect que l'on voit comme conséquence de cette situation, c'est que les budgets du CE régressent. Il y a moins de salariés, donc moins de masse salariale, moins de budget au CE. Et même souvent, les CE doivent aider encore plus que par le passé leurs collègues, parce qu'ils sont en difficulté, ont besoin de plus d'assistance ou de soutien, et même pour le recours aux experts. Pour la formation, par exemple, les élus doivent se former. On sait bien que c'est compliqué que bien suivre l'actualité juridique et économique aujourd'hui. Les élus ont besoin de formation. L'an passé, on a travaillé sur un baromètre ensemble, et c'est une des conclusions premières qui était sortie, c'était que la formation était un enjeu et un besoin évident. Si le CE a moins de budget de fonctionnement, il peut moins financer la formation des élus de CE. Or, c'est une vraie nécessité. Et aujourd'hui, moins d'emplois, moins de budget pour le CE, et je vais même plus loin. Non seulement il y a moins de budget, mais dans l'accord interprofessionnel du 11 janvier, il est même prévu que pour certaines missions que le CE pourra confier à un expert, le CE devrait lui-même financer sur son propre budget une quote-part de la mission de l'expertise. Pour un élément essentiel, la stratégie d'entreprise. On ne peut pas renoncer à ça. Or, on va encore réduire les moyens du budget du CE. C'est où le CE renonce à l'information, ou il renonce à l'information. Enfin, c'est un choix qui n'a pas de sens. Alors justement, l'accord du 11 janvier pose aussi des délais plus stricts pour les expertises commandées par les CE. Qu'est-ce que ça va changer pour vous, cabinet d'expertise?
Deux points. Pas beaucoup de délais plus stricts, enfin de délais plus stricts au niveau des restructurations, où les entreprises pourront les lancer plus rapidement, avec des accords internes. D'abord, il faut savoir que cet accord pose un problème clé, pour une vraie révolution juridique, c'est de placer l'accord d'entreprise au-dessus de la loi, puisque c'est ce qui va pouvoir se faire maintenant, ce qui est contraire à l'histoire de France, au niveau juridique. Pour ce qui est des expertises, nous, on n'a pas de problème par rapport à ça, enfin, on s'adaptera. Le point clé pour nous, c'est que les élus puissent avoir le droit à l'information pour pouvoir agir le plus en amont possible. Nous constatons un recul dans ce sens où la loi prévoit plus d'expertise pour accompagner certaines reprises d'entreprises, pour voir qui est le repreneur, pour le maintien dans l'emploi, pour la stratégie. Mais si on fait financer les missions par les CE qui n'ont pas les moyens, qui ont moins de moyens, à mon avis, c'est une fausse avancée. Voilà. D'ailleurs, en plus, on veut limiter les expertises en parlant d'un barème. Nous, on n'est pas opposés au principe, sauf que les accords européens, Directive Service, la jurisprudence de la concurrence, refusent le barème. Considère que c'est un moyen de limiter les choses et qu'il faut s'adapter au cas par cas. Donc il y a encore des choses qui doivent être négociées. D'ailleurs, notre profession d'expert comptable s'en est saisie, a communiqué auprès du ministre du Travail pour expliquer qu'on avait un vrai problème entre le projet aujourd'hui, enfin l'accord aujourd'hui, et la capacité de mettre en œuvre. Vous parliez tout à l'heure du problème de manque d'anticipation des difficultés économiques des entreprises. Est-ce que l'accord du 11 janvier va changer quelque chose à ça? Si réellement l'entreprise s'engage à communiquer sur la stratégie de l'entreprise, ce serait une avancée pour ça. Aujourd'hui, souvent, nous avons un argument qui nous est opposé pour les grandes entreprises, qui est de dire on ne peut pas communiquer sur la stratégie parce que nous sommes cotés en bourse et que si l'information circule, ça donne un avantage à nos concurrents. C'est un argument en partie fallacieux. Ce qui est essentiel, c'est que l'emploi se prévoit. La gestion des emplois nécessite de la prévision. On parle de GPEC, réellement. Donc ce serait une avancée si on met ça en œuvre. Mais il faut donner les moyens au CE d'avoir droit à ces missions-là, d'avoir droit à cette information-là. Or, aujourd'hui, vous leur amputez leur budget. Pour ça, me paraît de nature à limiter leurs droits. C'est la raison pour laquelle nous nous y opposons. Alors peut-être pour conclure une question un peu plus large, l'avis de l'expert sur l'évolution de l'industrie notamment dans ce pays avec le recul que vous pouvez avoir au quotidien dans les missions qui vous sont confiées. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui avoir un avis sur ce qui va se passer, sans question de vous faire dévoiler ce que vous voyez dans votre boule de cristal, mais sur l'avenir notamment de l'industrie automobile ou de tout ce qui tourne autour de l'industrie automobile dans notre pays? Puisque certains réussissent, comme Toyota, d'autres ne fonctionnent moins bien, comme Peugeot, Renault. Les symptômes pour vous, ils sont où? Le symptôme, c'est qu'en France, on a des grands mots et que la pratique, quelquefois, est différente des mots que l'on emploie. Une entreprise, ça vit avec du capital et du travail. Il y a des actionnaires, il y a des projets, il y a un État qui apporte l'infrastructure et des salariés qui apportent leurs compétences de travail et leur intelligence. Si nous n'arrivons pas à faire en sorte que le dialogue social, dont on en a même fait un ministère, le ministère du Travail et du dialogue social, ne vivent pas dans ce pays, on n'y arrivera pas. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'intelligence partagée que dans une seule tête. Donc moi je suis tout à fait optimiste sur la possibilité d'anticiper, de réussir, de motiver, si nous sommes unis, si l'entreprise, il y a une convergence, s'il y a un partage d'informations, s'il y a dans l'entreprise un vrai dialogue en amont. L'industrie est en difficulté en France parce que ça fait des années et des années qu'on n'a pas fait d'efforts pour ça. La recherche et développement, pourquoi beaucoup de jeunes partent à l'étranger? Aujourd'hui, on a un vrai besoin de réflexion politique et stratégique sur les moyens de faire que les entreprises françaises restent en France d'abord, relocalisent et participent d'un vrai dialogue social pour faire en sorte que les salariés qui ont des idées, qui sont au poste de pilotage aussi, s'expriment. Et il faut également que le politique joue son rôle, parce que l'industrie est vitale. On a vu que les pays qui résistent le mieux au choc économique étaient ceux qui avaient une industrie. On ne peut pas être en France qu'un pays de services.
C'est évident. Mais là-dessus, il faut que la politique joue son jeu. Nous, experts, on est là pour accompagner les élus, certains de mes confrères et aussi les entreprises à se développer, mais il faut au départ qu'il y ait une volonté, qu'il y ait une stratégie et qu'il y ait un accompagnement politique. Et on sait bien qu'en politique, l'important, c'est le courage. Je crois que c'est une très bonne conclusion. Merci Jean-Luc Semama de votre présence. Et puis merci Camille Dorival. Et je pense qu'on se retrouvera le semestre prochain avec Camille et puis avec Jean-Luc très souvent. Merci de votre écoute. Merci.